Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mardi et le décryptage de l'actualité. Pour commencer, ce sera le Mali. Et une question fondamentale, qui finance le djihadisme? Question qu'il faut se poser et que beaucoup d'acteurs se posent, même au niveau européen. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a posé cette question au niveau du Parlement lorsque Jean-Yves Le Drian et Florence Parly y étaient. Plusieurs fois, le président de la France Insoumise s'est interrogé sur le financement de ce terrorisme qui sévit surtout aujourd'hui dans le Sahel. On va poser la question aussi à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. La question du terrorisme, du djihadisme même, je le disais, tantôt se pose avec acuité, notamment sous l'angle du financement, parce que quand on voit la multiplicité des attaques, que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, on est légitimement fondé à s'interroger sur les moyens dont disposent ces terroristes pour perpétrer ces genres d'attaques. Mais tout à fait. Tout le monde connaît l'expression « le nerf de la guerre ». Et le nerf de la guerre, bien sûr, c'est les finances, c'est l'argent. Si ces groupes terroristes parviennent à exister pendant une dizaine d'années, à utiliser des armes, à se battre sur le terrain, à gérer des hommes, vous imaginez ce que cela représente d'un point de vue financier. Et c'est là où on se pose effectivement, depuis plusieurs années d'ailleurs, la question d'où vient cet argent, parce que une des manières de combattre le terrorisme, c'est d'aller dans le sens de faire tarir les sources de financement du terrorisme. Plusieurs rencontres internationales ont eu lieu. Il y en a une qui a eu lieu à Alger, où le ministre algérien des Affaires étrangères, citant plusieurs sources, avait estimé que ce financement du terrorisme représente à peu près 3,9% du PIB de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays. Ça veut dire que nous sommes à des dizaines de milliards de francs CFA. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a de quoi se demander d'où vient tout cet argent, parce que tant qu'on ne pourra pas faire tarir cette source de financement, ce n'est pas la lutte par les armes seule qui va pouvoir arrêter ce phénomène du terrorisme en Afrique de l'Ouest en particulier. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des groupes de réflexion, des associations qui travaillent sur ce genre de questions du financement du terrorisme? Oui, il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus. Si vous vous rappelez, dans la zone, pendant longtemps, on a des groupes, GIABA, CENTIF et autres qui travaillent surtout sur le blanchiment d'argent. Mais si vous regardez, tous ces groupes ont intégré maintenant le financement du terrorisme. On parle de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Vous avez d'autres ONG comme International Crisis Group, Human Rights Watch, etc., qui également travaillent sur ces questions, puisqu'ils s'intéressent tout le temps à ces questions de crise au niveau de ces pays sous l'angle des droits de l'homme, et qui travaillent également sur ces questions. Et quand on regarde le travail qui a été fait par eux, qui a été fait également par d'autres spécialistes qui travaillent sur les questions de sécurité, ou bien qui travaillent sur la question du terrorisme de façon générale, ils indiquent plusieurs sources de financement. GIABA, par exemple, en a donné 11 en listant 11 sources de financement. Les autres en ont donné d'autres, mais il y a quand même des convergences sur ces sources de financement du terrorisme. Il y en a qui sont connues, clairement. Il y en a qui sont supposées, et c'est ces deux catégories qu'on retrouve un peu partout quand on parle de financement du terrorisme. Alors justement, aujourd'hui, si on s'interroge pour connaître, par exemple, les sources de financement classiques de cette djihadiste. Les sources connues, il y en a plusieurs. La source la plus connue, bien sûr, c'est les otages. Les otages à travers les rançons. Il faut rappeler que la première rançon qui avait été donnée pour un otage en Afrique de l'Ouest tournait autour de 200 000 € à l'époque. On est autour de 2003. Aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans la littérature qui travaille sur cette question, le cours moyen d'un otage au Sahel est de 8 millions d'euros. Quand on dit 8 millions d'euros, pour qu'on soit clair, c'est un peu plus de 4 milliards de francs CFA. On parle d'otages occidentaux. Oui. Mais à ce moment, vous voyez, si en prenant un otage, on gagne 4 milliards de francs CFA, quand on parle de financement, voilà une source qui est extrêmement claire. Mais il y a plus grave. Quand on regarde un groupe comme ACMI, toutes les études montrent que c'est le groupe qui pratiquement a pris le pactole en matière de prise d'otages. Et entre 2004 et 2012, on chiffre à 59 milliards de francs CFA la somme que ACMI a reçue sur la base des rançons concernant les otages. La dernière prise d'otages dont on a beaucoup discuté encore sur la question de rançon avec Feu Soumaïla Cissé et Sophie Petronet, les chiffres tournent autour de 30 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 19 milliards
de francs CFA. Donc voilà une source qui est très claire et toutes les recherches sont d'accord que c'est ça la source principale de financement du terrorisme au niveau du Sahel en particulier. La deuxième source importante, c'est l'or. Si vous regardez toutes ces zones, il y a des minerais, il y a de l'or en particulier. Et dans toutes ces zones également, il y a ce qu'on appelle de l'orpaillage artisanal. Et cet orpaillage artisanal fait à peu près 45 à 50% de l'extraction d'or dans cette zone. Bien sûr, cet or est revendu par des circuits qui sont des circuits illicites. Et le terrorisme également en profite parce que si on prend le Mali, le Niger et le Burkina Faso, on chiffre cela à entre 1,9 milliard à 4,5 milliards de francs CFA. Donc là également, c'est une source de financement pour les terroristes, soit en étant eux-mêmes les trafiquants de cet or, soit en imposant des taxes et des impôts à ceux qui le font. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ceux qu'on appelle djihadistes, entre guillemets, qui le font, les Touaregs le font. La CMA, au niveau de l'Azawad, les études montrent clairement que dans cette zone du Mali, quand quelqu'un veut exploiter de l'or, il te demande de payer 50 000 francs comme permis d'exploitation et tu payes 10 000 francs tous les mois pour continuer à exploiter de l'or, alors que tout le monde sait qu'il y a, les études le montrent, des relations entre ces Touaregs-là et les mouvements terroristes. L'autre source de financement connue, c'est ce qu'on appelle les trafics illicites, que ce soit de la drogue, que ce soit des armes, que ce soit tout, puisqu'on est dans une zone, il ne faut pas l'oublier, où il n'y a pas que du terrorisme. Depuis les années 60, il y a toujours eu un trafic de tout, drogue, médicaments, etc. dans ces zones. Ils sécurisent ce trafic en laissant ces gens passer. En retour, ces gens sont les ravitailleurs de ces terroristes en armes, en véhicules, en moto, en carburant, etc. Donc il y a une relation qui se fait qui fait qu'ils laissent ces gens passer. Ils imposent des taxes, ils volent le bétail, ils font du racket, etc. Bon, tous ces éléments sont des sources qui sont aujourd'hui connues, qui sont utilisées par les terroristes pour pouvoir financer leurs activités criminelles. Alors, si on prend par exemple une source de financement comme les rançons sur les otages, les États ont toujours nié payer des rançons. Alors, ceux qui versent ces rançons, ils les versent à qui? Ça veut dire que c'est aux responsables de ces groupes terroristes directement. Donc, ça veut dire qu'on les connaît, on sait où ils se trouvent. Mais bien sûr, c'est avec eux qu'on a négocié. Quand on dit que la rançon, c'est 30 millions d'euros, ça n'a pas commencé à 30 millions d'euros. On a négocié jusqu'à s'entendre sur 30 millions d'euros pour le cas de Soumaïla, de Sophie Petronet, plus la libération de plus de 200 prisonniers qui font partie des terroristes qui avaient été capturés. Il y a une négociation qui se fait. Ça se fait par des intermédiaires et ces intermédiaires sont connus. On connaît très bien qui sont ces intermédiaires. Et ces intermédiaires ont des représentants également dans des banques européennes parce qu'il y a tout un système par lequel l'argent passe pour arriver chez les otages, chez ces preneurs d'otages. Et ils ne veulent pas, bien sûr, de l'argent qu'on dépose dans un compte bancaire. Ils veulent de l'argent frais et ils veulent des devises. Si je reviens sur le cas de Sophie et de Soumaïla, quand on a versé l'argent, une partie de l'argent a été rapatriée en Algérie puisqu'ils ont des planques. Et il s'est trouvé que l'armée algérienne faisait une opération dans la zone. Dans cette opération, on a récupéré une partie de l'argent, 80 000 euros. Où c'était clair que c'était de l'argent qui provenait de ce qui avait été donné lors de la libération de ces prises d'otages, puisque c'était juste quelques jours après. Ce qui veut dire que l'argent est là, ils font circuler cet argent dans cette zone qui est devenue une sorte de zone de non-droit où ils ont des endroits où ils peuvent planquer l'argent pour pouvoir l'utiliser au bon moment, soit pour les attaques, soit pour leur ravitaillement. Mais est-ce qu'on sait, on connaît ceux qui sont dans le circuit, qui aident à mettre en place ces dispositifs pour que cet argent tourne? Ben, on ne peut pas tout savoir. Ce qu'on connaît, c'est des notables Touaregs, des ex-djihadistes, entre guillemets, reconvertis, que l'on contacte, et c'est eux qui nous le contactent. Mais bien sûr, ceux-là ne vous donneront jamais ce contact-là, parce que s'ils le font, il est clair qu'eux-mêmes, ils seront exécutés. On a vu ce qui est arrivé à notre confrère journaliste qui essayait tout simplement d'interviewer et qui s'est retrouvé otage. Ben, si toi qui es là en train de négocier, tu risques de les balancer en disant où ils sont, en disant où le circuit passe, il est clair que toi et ta famille, vous n'avez pas beaucoup d'autres jours à vivre sur cette terre, sauf si on vous cache quelque part sur terre où on ne peut pas accéder à vous. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour pouvoir casser ce marché-là parce que ça se fait de façon extrêmement compliquée. Rappelez-vous la libération de Soumaïla et de Sophie, on a dit c'est tout de suite, on a dit c'est après, parce qu'il y a eu des réglages au dernier moment et ils ne sont pas fous
pour s'organiser de sorte à ce que les gens connaissent le circuit. Parce que si on connaît le circuit, la prochaine fois, la libération d'otages se transformera plutôt en capture de ceux qui devraient prendre l'argent, comme on le voit dans les films. Mais ils ont certainement dû regarder tous ces films et ils se préparent en conséquence. Au regard de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie de lutte contre le terrorisme? Ça dépasse de l'hypocrisie. C'est vrai que Mélenchon a mis le pavé dans la mare en disant qui paye. Mais il ne faut pas oublier que Salif Keïta avait fait la même chose en disant que c'est la France. N'oubliez pas que les Maliens, quand la France a dit j'amène mes soldats, ils leur ont dit amenez vos soldats et amenez aussi vos terroristes. Les réactions étaient très claires. Et ce n'est pas la première fois. En Irak, on a accusé les Américains d'être à l'origine même, pour ne pas dire d'avoir fabriqué ce fameux calife dont on parlait, Ibrahim al-Baghdadi. C'est que depuis fort longtemps, il y a cette question géopolitique également qui est là, où on se pose des questions sur cette lutte contre le terrorisme qui semble ressembler parfois à de l'accointance aussi avec le terrorisme. Donc ça dépasse de l'hypocrisie. Regardez ces pays qui disent qu'il ne faut pas négocier avec le terrorisme, c'est la ligne rouge, alors qu'il y a la preuve aujourd'hui qu'ils ont négocié avec les terroristes au moins pour pouvoir libérer leurs otages. Ils ont négocié avec les terroristes en Afghanistan pour que les forces françaises ne soient pas attaquées, etc. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des enfants de cœur. C'est vrai, comme le dit un responsable de renseignement français, cette affaire des otages, cette affaire des rançons, on en parle. Il dit que ça ressemble à l'Arlésienne, parce qu'on en parle, mais personne ne voit. Et c'est là où ça pose véritablement problème, parce que quand les gens possèdent un certain nombre d'armements, ce n'est pas dans les petits marchés qu'on les a achetés, c'est dans le marché de l'armement qu'on les a achetés. Et il est arrivé qu'on arrête des navires qui sont venus accoster en Libye avec des armes qui étaient destinées à ces groupes violents. Et les États, surtout les États africains touchés, semblent impuissants devant ce réseau-là. Mais nos États étaient impuissants devant des braqueurs. Nos États étaient impuissants devant du braconnage. Mais comment nos États peuvent réagir face à des groupes organisés, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale? Quand je parle des animaux, par exemple, que ce soit les bêtes qu'ils volent, parce que c'est ce qu'ils font, ou les bêtes sur lesquelles ils imposent des taxes et on leur remet des têtes, ces bêtes quittent le Mali et sont vendues au Nigeria, au Togo, au Bénin. Les sources sont là. Mais ça veut dire que ce n'est pas le Mali seulement qui peut résoudre le problème, parce que ces bêtes ont quitté le Mali et on est allé les vendre là où on gagne le plus gros. Parce que s'il fallait les vendre au Mali, on ne gagnerait pas autant que ce qu'on gagne quand on le vend au Togo, au Bénin et au Nigeria. Ce qui veut dire que les gens connaissent le circuit, ou bien ils sont dans le circuit de vol de bétail qui existait déjà. Et ils ont adjoint leur criminalité financière à ce circuit en travaillant avec ces gens. On vous laisse passer, vous amenez nos animaux, vous les vendez et vous nous ramenez l'argent. Et il y a toute une documentation sur cela. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause. Juste après la pause, on va revenir pour passer à l'invité.